Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Boss. Votre invitée ce matin, Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. François Ruffin s'est déclaré officiellement candidat à la présidentielle hier soir sur TF1. Il participera à la primaire de gauche, c'est-à-dire qu'il ne soutiendra pas une éventuelle candidature de Jean-Luc Mélenchon. Vous le connaissez bien, en l'occurrence François Ruffin, parce qu'il a siégé dans votre groupe jusqu'à encore il y a quelques mois à l'Assemblée nationale, la France Insoumise. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ce matin ? Oh, pas grand-chose. Vous savez, nous sommes un grand pays en France et tout à chacun a le droit de vouloir se présenter à l'élection présidentielle. Et nous avons expliqué à maintes reprises que nous ne participerons jamais à une primaire et à un entre-soi, d'autant plus avec un parti socialiste qui devient de fait un soutien sans participation de la Macronie et que nous avons pour ambition de parler à l'ensemble du pays et de convaincre autour de notre programme de rupture. Écoutez ce que disait François Ruffin d'ailleurs justement, parce qu'il parlait de son ambition et de ceux à qui il veut parler. Je suis candidat à cette primaire et à travers elle, je suis candidat à la présidence de la République française. Est-ce qu'on veut une France séparée, fracturée ou une France rassemblée ? Je pense qu'il nous faut une gauche rassemblée pour une France rassemblée. Cette gauche rassemblée, vous, ça vous intéresse pas ? Mais nous sommes en train de parler d'une primaire dans laquelle il n'y a pas le Parti communiste français, il n'y a pas Place Publique, il n'y a pas la France Insoumise. Bon, vous comprenez que... Libre à vous d'y aller. Comment ? Libre à vous d'y aller, vous êtes les bienvenus, oui, si j'ai mais bien vous compris. comprenez que nous avons un problème politique avec les primaires. Et d'ailleurs, il se trouve que dans ces primaires se trouvent des gens qui ont écrit des livres qui s'appellent « Le piège des primaires », qui expliquent que parler entre gens déjà convaincus alors que l'enjeu est de ramener des gens aux urnes et de ramener notamment celles et ceux qui ont été dégoûtés de la politique depuis maintenant des années et qui souffrent de la politique de malheur d'Emmanuel Macron, eh bien c'est la manière de gagner pour tourner enfin la page de la Macronie et de battre l'extrême droite dans ce pays. Et il se trouve que, Monsieur Gindre, il y a quelque chose qui effraie les puissants. Nous sommes plus nombreux et nombreuses qu'eux. Parce que pour produire un seul riche, il faut condamner beaucoup de gens à la pauvreté, à la faim, au mal logement. Et lorsque il y a une mobilisation civique très forte sur les urnes, nous arrivons à inonder dans les urnes ces projets-là pour pouvoir gagner. Est-ce qu'à l'inverse, vous aimeriez qu'ils vous rejoignent les uns les autres si François Ruffin demain change d'avis et dit « Oh là là, je veux soutenir Jean-Luc Mélenchon », il est toujours le bienvenu ou la page est tournée ? Chacun et chacune est libre de soutenir ce que nous soutenons, c'est-à-dire un programme de rupture. Et nous ne faisons pas de la politique sur des personnes, sur des belles cravates, sur je ne sais quoi, des belles têtes ou des moches têtes d'ailleurs. Il y aura quand même la cravate de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Nous prendrons notre décision en temps voulu. La décision n'est pas prise. Non, nous prendrons notre décision en temps voulu. Moi, je trouve que Jean-Luc Mélenchon serait un excellent candidat. Mais comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon souvent en campagne présidentielle, notre candidat, c'est d'abord le programme. Et je rappelle que la dernière fois, il nous a manqué seulement 420 000 voix pour arriver au second tour. Et qu'il y a une petite panique assez agréable à regarder dans ce pays quand de plus en plus de monde explique que nous serons au second tour de ces élections présidentielles et que nous ambitionnons même de les gagner pour pouvoir enfin changer la vie de 68 millions de personnes dans ce pays. Bon, pour le moment, vous allez tenter cet après-midi une nouvelle fois de renverser le gouvernement. Tout à fait. Il y a une motion de censure qui est examinée à l'Assemblée au sujet du budget. Alors je rappelle que vendredi dernier, déjà, une motion de censure a été examinée. Seulement 269 voix enregistrées. Il en fallait 288 pour faire tomber le gouvernement. Vous pronostiquez quel résultat cet après-midi ? Mais moi, je ne fais pas de pronostic. J'observe juste qu'il y a 10 jours, il manquait 32 voix pour renverser le gouvernement. Que ce vendredi, il manquait 19 voix pour renverser ce gouvernement et que nous avons donc cette motion de censure ce mardi, il y en aura une dernière. Et que l'enjeu n'est pas seulement... Vous espérez que la marée continue de monter ? Eh bien oui, j'espère que nous voulons toujours faire tomber ce gouvernement parce que l'enjeu, ce n'est pas seulement si Le Cornu et son gouvernement peuvent se maintenir coûte que coûte alors que plus personne ne veut de cette politique dans le pays. Ils en sont quand même à leur 30e 49.3 depuis 2022. Et vous, vos motions de censure, c'est de faire... Si on compte. Oui, nous ne banalisons pas le 49.3, monsieur Gindre. Nous en sommes fiers, c'est la dignité du Parlement et de la démocratie. Mais l'enjeu, c'est aussi de faire tomber un budget d'une cruauté absolument inouïe, où on parle de la suppression de 4000 professeurs dans ce pays, où quelqu'un a imaginé l'inhumanité de supprimer la prime de Noël pour 1,2 million de personnes, où il y a des mesures xénophobes, par exemple le fait de supprimer les APL pour les étudiants extra-communautaires, et par contre, on demande toujours moins aux plus riches, aux multinationales, comme d'habitude, on demande aux Français et aux Françaises... Vous dites xénophobie, ça s'appelle des mesures d'économie en partie dans ce budget. Non. Il se trouve que quand vous
vous taxez, par exemple, vous multipliez par 2 ou par 4 le fait de devoir payer des frais de timbre sur une demande de titre de séjour ou de naturalisation, vous demandez aux étrangers, aux plus précaires de ce pays, de payer à la place des plus riches. Vous avez vu qu'il n'y a pas de taxe Zuckman, qui était normalement une des conditions de censure du Parti socialiste, qu'il n'y a pas de taxe GAFAM, qu'on demande encore moins que dans le budget précédent, et que c'est une honte parce que ce qu'on demande de payer aux Français, ce sont les cadeaux faits aux plus riches et aux multinationales dans ce pays, et nous ne serons jamais d'accord avec cela. Donc le seul moyen pour faire tomber ce budget, c'est de voter la motion de censure, et tous ceux qui ne le feront pas sauveront Macron et seront d'accord avec ce budget-là. Puisque vous parlez de xénophobie, éclairez-nous sur des mots prononcés la semaine dernière par Jean-Luc Mélenchon en meeting à Toulouse au sujet des municipales des 15 et 22 mars prochains. Il disait qu'il avait besoin, que vous aviez besoin, que ces élections municipales soient une démonstration, je le cite, de la capacité de nos listes à incarner la nouvelle France, celle du grand remplacement, celle de la génération qui remplace l'autre. Le terme grand remplacement en tant que tel, c'est un terme qui est notamment utilisé par l'extrême droite. Éric Zemmour a d'ailleurs, pour Reconquête, salué cette déclaration. Vous assumez qu'il y a un grand remplacement en France? Je pense que Jean-Luc Mélenchon a tendu un piège formidable à l'extrême droite dans lequel Jordan Bardella est tombé. De reprendre ces mots, c'est un piège de reprendre les mots de l'extrême droite. Dire qu'une génération remplace l'autre et que, par exemple, Jean-Marie Le Pen, français de souche, quand on reprend les mots de l'extrême droite auxquels croient les fantasmes de l'extrême droite, a été remplacé par Jordan Bardella, eh bien c'est le jeu de la vie. Et nous sommes fiers d'être dans un pays dans lequel les femmes ont des nouveaux droits, dans lequel maintenant il y a une personne sur 3 qui a un grand-parent étranger. Et c'est un petit piège qui permet justement de montrer que, contrairement à ce que dit l'extrême droite, qui fantasme un pays qui n'existe pas, eh bien nous aimons le pays tel qu'il est et nous le regardons tel qu'il est, en voulant faire face aux grands défis de notre temps, qui n'est pas de se réarmer à tout va, mais de faire face au dérèglement climatique et de garder le seul écosystème qui est compatible avec la vie humaine. Puisque les mots de l'extrême droite ne vous font pas peur pour tendre des pièges, quand Éric Zemmour, j'insiste, dit « la France arabo-musulmane veut remplacer la France française », vous êtes d'accord? C'est absolument faux. Vous comprenez bien que nous l'avons utilisé comme une prise de judo et que l'extrême droite aujourd'hui dans ce pays admire Trump à tout va. Vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis, notamment avec l'assassinat de Renée Nicole Goode, cette militante de 37 ans et mère de 3 enfants. Vous avez vu ce qui s'est passé avec cette fois-ci le meurtre d'un infirmier de 37 ans qui lui aussi cherchait à porter secours à une femme et qui lui aussi a été tué par la milice raciste et fasciste de Trump. Vous avez vu cet enfant de 5 ans qui, alors qu'il revenait de l'école maternelle, a été arrêté avec son père et emprisonné à 2000 km de chez lui. Et nous allons déposer aujourd'hui une résolution pour demander à ce que la France condamne ces exactions et demande des sanctions contre les agents de l'ICE qui les ont commises. Merci beaucoup Mathilde Panot, merci Adrien Jeanne.